Aimables téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes de télévision pour suivre votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission de FM Télévision qui est au cœur de l'actualité. À ce jour, nous parlons du taux de change qui s'est fait selon un coin. Dans certains coins, le taux reste encore à 26. Dans d'autres, c'est à 25. Quand vous arrivez à Guéringui, je changeais ce matin, c'est à 24. Vous faites Victoire, c'est à 24,5. Qui a le vrai taux? Est-ce le gouvernement de la République démocratique du Congo tâtonne, ou c'est encore, il faudrait encore attendre 2-3 semaines pour que nous ayons un taux stable partout à travers la République? C'est parmi les sujets au cœur de cette émission, les sujets que nous allons avoir à débattre, auxquels nous allons débattre sur ces plateaux. En dehors de ça, nous allons parler des élections qui approchent. C'est vrai que nous sommes pratiquement à 5 mois du mois de décembre pour avoir les élections, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'engouement dans le bureau de dépôt de candidature. Et hier, le président de la CENI s'est rendu dans un BRTC à Djil, où il a constaté que les candidats ou les regroupements politiques ne venaient pas déposer leur candidature. Et il a même annoncé au sortir de ce bureau qu'il n'y aura plus de prorogation après le 23 juillet. Parce que on se trouve comme si c'est les gens qui aspirent, ou les Congolais qui aspirent à la députation nationale, c'est comme s'ils ne sont pas encore prêts, ou ils veulent attendre la dernière minute pour se presser dans le BRTC. Ça, nous connaissons, c'est la manière des Congolais qui attendent seulement le dernier moment pour se presser. Nous l'avons vu lors de l'identification et l'enrôlement des électeurs. Et c'est là, a fait que la CENI puisse proroger aussi. Mais à ce jour, est-ce que nous allons de prorogation à prorogation? Cela ne va pas impacter le calendrier électoral parce que les élections doivent se tenir le 20 décembre 2023. Et si on proroge pour la députation nationale, donc on risquera de proroger pour la députation provinciale et on risquera de proroger pour la présidentielle. Donc, toutes ces dates qui seront ajoutées, ou ces jours qui seront ajoutés, cela impactera aussi sur le calendrier. Je pense que sur ce plateau, avec mon invité, ce sont ces deux sujets auxquels nous allons débattre. Je m'en veux déjà saluer mon invité. Il s'appelle Steve Kabasele. Il est analyste politique, mais économiste aussi. Bonjour, monsieur Steve. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Ça va bien, merci, et vous? Oui, tout doucement, Dieu fait grâce, malgré qu'on est un peu grippé. Nous avons tant cherché ces rendez-vous, mais il fallait attendre le 19 juillet 2023 pour que ces rendez-vous aient lieu. Je pense que nous allons passer de très bons moments sur ce plateau. Absolument, j'étais vraiment trop chargé avec les diverses responsabilités que j'ai en dehors de tout. En tout cas, je me suis fait violence d'être là aujourd'hui pour parler Congo. Voilà, merci beaucoup. Avant tout, nous allons essayer de parler de ce qui s'est passé hier à l'Université pédagogique nationale. Oui. C'est vrai que nous décrions tous ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il fallait fixer les frais académiques en dollars américains? En tout cas, cette histoire nous emmerde. Si le Congo, si la situation économique que nous vivons aujourd'hui, si nous sommes à ce stade, c'est parce que notre économie est dollarisée. Et nous sommes en train de décrire cela. Nous cherchons comment est-ce qu'on peut quitter cette zone de la zénomonétarisation pour rendre le franc congolais efficace. Mais il y a une institution universitaire qui prend la décision de fixer les taux, comment dirais-je, les frais académiques en dollars américains. Et cela a entraîné à ce que les universitaires, les étudiants de se soulever. Et au finish, il y aura des actes de vandalisme. Ils ont vandalisé le bâtiment, le rectorat, les bus, ainsi de suite. On ne pouvait pas arriver à ce stade-là. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre de la décision prise par le ministre des Finances, nous allons le ministre des Finances, qui a décidé à ce que tous les paiements fiscaux soient faits en francs congolais. Et voir un recteur ou les corps académiques décider
que les étudiants puissent payer les frais académiques en dollars, c'est vraiment, vraiment amener le Congo dans une situation qui ne dit pas son nom. Voilà, merci beaucoup. Nous pensons que c'était juste une parenthèse. Nous allons entrer dans notre vif du sujet. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous déplorons que les frais académiques soient fixés en dollars américains, que les étudiants devaient vandaliser l'université. Ça venait à peine d'être rénové et il fallait quand même tenir compte de cela. C'est vrai, comme on a toujours dit, la masse n'a pas d'âme, la masse n'a pas d'oreille. Ce qui est arrivé, mais il faudra que chacun puisse tirer des conséquences des décisions prises. Parce que j'aurais appris que 24 étudiants ont été interpellés. Mais oui, si le recteur n'avait pas pris la décision de fixer les minervales en dollars américains, tous ces actes de vandalisme n'auront pas eu lieu. Donc, si c'est arrivé, d'une autre part, le recteur aussi a une part de responsabilité parce que, à ce que je sache, surtout dans les universités publiques de l'État, les frais académiques sont fixés en francs congolais. Donc, il faudra que le ministre de l'ESU aussi puisse taper du poing sur la table par rapport à la décision que le recteur a prise, parce que c'est sa décision qui a amené à la dérive. Voilà, vous avez déjà abordé le premier thème, malgré qu'on n'avait pas encore donné la parole, mais c'est vrai que vous l'avez déjà abordé. Oui. En tant qu'économiste, je vous pose une question simple. Quelles sont les causes de l'inflation? L'inflation, à la coutume, il y a eu des courants économiques, oui. Okay, monétaristes, keynesiennes. Chacun des courants a proposé ou a donné les causes traditionnelles d'inflation. Oui. Mais ici, j'aimerais parler plutôt de l'inflation qu'on est en train de vivre en République démocratique du Congo, effectivement, qui est, selon moi, automatiquement une inflation monétaire. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes une économie extravertie, une économie tournée vers l'extérieur. Oui. Tout ce qu'on consomme ici, au Congo, vient de l'extérieur. Quand on vient vendre ici au Congo, on vend en francs congolais. Pour aller acheter à l'extérieur, il faut acheter en dollars. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les importateurs, au moment où ils sont dans le besoin d'avoir les devises, les dollars pour aller acheter à l'étranger, ils vont vers ceux qui détiennent les devises étrangères. Ils vont vers l'échangeur de monnaie. Lorsque la demande s'accentue, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui détiennent, ceux qui ont les moyens de financement en dollars américains spéculent à la hausse. C'est ce qui se passe. Ils spéculent à la hausse. Et vous allez voir le matin, les taux quittent à X montant, les soirs, ainsi de suite. Et chacun a un taux à lui parce qu'il a une masse qu'il détient chez lui, à la maison ou dans un bureau d'échange, et ainsi de suite. Et voilà un peu, c'est la situation qu'on est en train de vivre ici au Congo concernant les taux d'échange. Et la dépréciation du franc congolais influe sur le marché réel, qui est le marché des biens et services. Parce que nous savons tous, quand vous allez dans une pharmacie pour acheter un produit pharmaceutique, celui qui vend le produit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait recours d'abord à son cahier. Il regarde, le produit est fixé en dollars, et puis il fait l'équivalent converti en francs congolais. Donc, c'est-à-dire, lorsque le taux de dollars augmente, automatiquement, ça entraîne ou ça influe sur le marché réel, le marché des biens et services. Cela entraîne l'inflation, dans la hausse de prix sur le marché. Que faire pour stabiliser la monnaie locale en République démocratique du Congo? Pour stabiliser la monnaie locale ou le franc congolais, la première des choses, il faudra commencer par produire localement. Il faudra commencer par produire localement. Alors, si on produit tout ce qu'on peut importer de l'étranger ici au Congo, cela nous permettra d'éviter la fuite des capitaux en devises étrangères. Parce que je ne pense pas que si on produisait les riz au Congo, on allait importer les riz. Non. Si on produisait les poissons, tout ce qu'on consomme, les produits de première nécessité, si on les produisait localement, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, arriver à ces stades
de se secouer de gauche à droite pour avoir les devises pour aller acheter à l'étranger. Donc il faudra commencer par promouvoir la production locale pour aider les francs congolais à se stabiliser. Vous savez, lorsqu'on est dans une économie où la demande des devises étrangères s'accentue à tout moment, à partir du moment où cette devise étrangère est rare sur le marché, on va toujours s'attendre, n'est-ce pas, à ce qu'on est en train de vivre actuellement, la chauffe sur le marché. Alors, on nous a parlé, le gouvernement congolais nous a parlé de plus de 4 milliards de réserves de change. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Parce qu'il y a plusieurs mesures qui ont été prises. C'est vrai, vous l'avez évoqué ici lors de l'introduction. C'est-à-dire, tous les paiements d'impôts doivent se faire à monnaie locale. Et puis, le ministre Nicolas a dit que la Banque centrale est en train de pallier à cette situation. Il est en train de... Il a sorti de l'argent pour le rachat. Il faudra de parler, de le dire de la sorte, pour le rachat de cette masse monétaire qu'il y a, en francs congolais exactement, qu'il y a sur le marché. Alors ma question est la suivante. Avec les 4 milliards que nous avons en termes de réserves de change, la Banque centrale vient pallier pour acheter la masse monétaire en francs congolais qu'il y a sur le marché. Est-ce une bonne méthode pour l'économie congolaise? Ce que nous devons savoir ici, l'économie congolaise est entre les mains des étrangers, des Indo-Pakistanais. Ce sont eux qui font la loi. Alors, pour éponger la masse monétaire, il n'y a pas que ça comme instrument de la politique monétaire. Il y a plusieurs instruments, parce que d'ailleurs, je viens de parler de la production locale. C'est sur le plan structurel, c'est ça, long terme. Mais ici, il faut appliquer des mesures à court terme. Par exemple, comme ils ont pensé aux adjudications, c'est-à-dire les rachats des devises étrangères, des adjudications, ils devaient aussi penser à augmenter les taux directeurs de la Banque centrale, augmenter le taux de réserve des avoirs obligatoires en francs congolais, des BCM de banque créatrice de monnaie, et puis mettre fin, parce qu'il a dit que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement ne fait plus recours au financement monétaire de la planche à billets, chose que je doute personnellement, parce que nous sommes en face de, comment dirais-je, de quelque chose que je peux appeler comme... Oui, parce qu'il a martelé sur ça, qu'il a dit qu'ils ne font plus recours sur la planche à billets. C'est ce qu'il a dit, mais je doute fort de ça. Pourquoi? Je doute fort, parce que vous allez constater que dans un laps de temps, il y a eu un accroissement accru de la masse monétaire en francs congolais. Effectivement. C'est là une coupure de 20 000 francs. Oui, c'est là nous en avons vu la masse. Aux dépenses liées à la francophonie, aux dépenses liées au paiement des salaires, ainsi de suite. Tout ce qui détient cet argent-là, il se précipite pour aller trouver les dollars américains. Mais nous avons une masse de devises étrangères établie à plus de 5 milliards de dollars américains comme réserve d'échange. Oui, il a parlé de 4 Moi, je me dis, voilà. C'est paradoxal. Comment avoir une masse ou un matelas de devises plus de 5 milliards et on n'arrive pas à éponger la masse monétaire en francs congolais qui jaillit sur l'économie? C'est paradoxal. C'est vraiment paradoxal. Sur ce, qu'est-ce que nous devons dire? Est-ce que le gouvernement a du mal à trouver des solutions fiables, durables par rapport à cette inflation? C'est vrai que hier nous avons vécu cette chute, mais aujourd'hui, nous avens vu, j'ai vu d'autres tableaux où le dollar est redevenu à 25 ou 25,5. Donc, si lors du briefing, le ministre Nicolas Kazadi a essayé de donner les mesures que la République a prises, c'est juste des mesures qui sont restées sans application apparemment. Parce qu'aujourd'hui, le taux est redevenu à 25.
vous allez remarquer que lui-même est en train de douter de la réalité, de ce qui se passe. Parce qu'il a dit, c'est inconcevable de voir dans un pays où on a un matelas de devises établi à 5 milliards de dollars américains et que le taux de change continue à grimper. C'est anormal. Et il a promis qu'ils sont en train de travailler avec la Banque centrale du Congo pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Celui qui détient la masse en devises vers les châteaux, ainsi de suite, il y a la demande qui se présente, une demande accrue. Il fixe le prix selon lui. Il spécule à la hausse. Or, la Banque centrale, lui, avec ses réserves, c'était à lui, n'est-ce pas, de financer, comment dirais-je, les importations, parce qu'on nous a parlé de 2,5 semaines d'importation. Mais je n'arrive pas à comprendre, dans un pays comme le nôtre, pendant que le Congo avait les réserves de change à 1,2 milliard, le taux de change était stable. Et au moment où nous avons les réserves de change à 5 milliards, on n'arrive pas à stabiliser la monnaie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan interne. Et il faudra que les ministres, avec ses services, y compris la Banque centrale du Congo, puissent, n'est-ce pas, faire de sorte à ce que qu'il y ait des mesures efficaces, des instruments efficaces qui pourra au même moment éponger cette masse supplémentaire de manière à ce que les taux d'échange puissent être stabilisés de manière définitive. Que dites-vous de cette opinion qui pense que ce qui s'est fait là, c'est un sabotage? C'est vrai que nous vivons ce que nous vivons, mais une certaine opinion pense que c'est un sabotage des ennemis de la République. Certains parleraient de la circulation de vrais faux billets, c'est-à-dire une planche à billets, mais ne dépendant pas de la Banque centrale. C'est-à-dire, il y a un carcan, il y a un nombre de personnes qui se sont liguées pour imprimer la monnaie locale et l'injecter sur le marché afin que la population qui sera essoufflée par rapport au taux de dollar puisse se révolter et revendiquer par rapport au régime en place. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je ne peux pas confirmer cela parce que je n'ai pas vu une communication dans ce sens de la Banque centrale du Congo dire que non, il y a une masse de francs congolais qui ne contrôlent pas. Qui ne contrôlent pas. En tout cas, je n'ai pas vu une communiqué dans ce sens-là. En tout cas, je ne peux pas me mêler dans des spéculations de la population parce que nous sommes en politique, tout le monde peut penser ce qu'il peut penser, n'est-ce pas, pour jeter l'opprobre au camp adverse. Alors dire qu'il y a des ennemis de la République, certes, la République a ses ennemis. Oui. Par exemple, je viens de vous parler des Indo-Pakistanais qui détiennent l'économie. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont incontrôlés. Oui. Ils sont incontrôlés. C'est comme ça qu'il faudra qu'il y ait les concours et du ministre des Finances et du ministre de l'Économie, de manière à ce que tout revienne à la normale. À ce jour, nous pouvons donner raison à Matata qui a dit au mois de janvier, à la ligne où les choses sont en train de marcher, on risquera après juin que nous puissions changer 10 dollars américains à 30 000 francs. Et nous l'avons avoisiné parce que nous avons changé Absolument. À 27,5. Donc, à ce jour, nous le donnons raison. Il a raison. On risque d'aller même au-delà. Si on ne tient pas garde, on risque d'aller au-delà. Parce que, apparemment, il y a un certain moment où le gouvernement était un peu distrait. Il était un peu distrait de la situation. Où, apparemment, c'est comme si ça ne le concernait pas. C'est plus les élections qui reste dans la tête des acteurs politiques. Il y avait personne qui s'en occupait. C'est cette semaine, le lundi, où il y a eu une réunion d'urgence pour parler de cette situation. Et moi, je pense que si on ne tient pas garde, on pourra aller au-delà de ça, de 30 000. Si c'est vous qui deviez décider de la situation, donc nous sommes déjà dans les recommandations. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Pas seulement d'abord pour ramener le taux à la baisse, mais ramener et contenir. Parce que nous l'avons vécu avec Matata. C'est ça. Avec des réserves de change très bas, comme vous venez de le dire, mais il a contenu le dollar. Et à ce jour,
on se bombe le torse, disons que nous avons plus de 4 milliards de réserves de change, mais le dollar ne fait que grimper. Alors, si il faudrait que vous puissiez donner des recommandations pour que ces dollars soient revus à la baisse et qu'on la maintenir, quelles seraient vos recommandations? Ici, j'aimerais faire un mise au point. Oui. Vous savez, nous sommes dans un système monétaire flottant. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, effectivement. Dans ce système, ce n'est pas l'État ou le gouvernement qui peut se réveiller pour décider de fixer les taux d'échange. Le taux d'échange se fixe par rapport au comportement de l'offre et de la demande sur le marché. Oui. Alors, pour maintenir l'équilibre, c'est-à-dire, quand on parle de la stabilité, il faut maintenir cet équilibre-là. Il faudra, à long terme, comme je l'ai dit au début, penser à la production locale pour minimiser les importations, surtout des biens de première nécessité. Éviter l'opacité dans la gestion des finances publiques. Veiller sur l'orthodoxie des finances publiques. Et surtout, il y a aussi une chose importante qu'on a oubliée. Il y a des gens, lorsqu'ils détiennent la monnaie, oui, automatiquement ils vont sur le marché pour acheter avec les prix qu'ils gagnent comme salaire. Oui. Mais il y a d'autres personnes, quand il a une quantité importante de la monnaie, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il pense à la thésaurisation. Qu'est-ce qu'il faut thésauriser? Il faut thésauriser la monnaie stable. Quelle est la monnaie stable? C'est le dollar américain, pas le franc congolais. Qu'est-ce qu'ils vont faire en tant que particuliers? Ils vont vers les châteaux. Oui. Ils vont vers les châteaux. En principe, les banques créatrices de monnaie ont des bureaux d'échange. Oui. Parce que c'est aux banques de coopérer avec la Banque centrale du Congo. Parce que lorsque les importateurs ont besoin de dollars, ils doivent aller à la banque oui, pour chercher les dollars. Ok? Oui. Mais ici, il y a, comment dirais-je, l'anarchie. Rien n'est contrôlé. D'ailleurs, le ministre a lancé l'opération d'enregistrement de tous les bureaux d'échange. Oui, oui. Qu'on sache qui est échangeur de monnaie et qui ne l'est pas. Est-ce que ça va aboutir aussi? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Tout dépend du sérieux du gouvernement. Est-ce que... Parce que nous savons, nous sommes dans un pays où on commence avec une chose, oui, et à la fin, on se limite peut-être en cours de route. Et pour nous l'avons vu, pour juste vous paraphraser, avec le beau à loyer, 3 mois, mais à ce jour, quand vous cherchez, oui, c'est toujours personne n'en parle. Est-ce que vous pensez que cette logique-là, d'enregistrer tous les bureaux de change pourra aboutir? S'ils mettent les sérieux, ça pourra aboutir. Ça pourra aboutir qu'on sache qui a un bureau de change, oui, qui peut avoir un bureau de change, voilà, qui peut, comment dirais-je, être changeur de monnaie. Et en ce moment-là, la Banque centrale pourra suivre la situation de près. De deux, il faudra aussi penser mettre fin à la xénomonétarisation. C'est-à-dire quoi? La domination du dollar américain sur le franc congolais. Vous allez dans le supermarché, quelqu'un qui sort une liasse de 10 000 $ pour acheter avec le dollar américain. Dans ce même jeu, il y a le ministre qui a ordonné à ce que le paiement se limite à 10 000 $, pas plus. Mais même 100 $, la loi dit que c'est le franc congolais qui a cours légal et cours forcé. Il n'y a que les francs congolais. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes au courant de tout ça? Nous sommes au courant. Et l'applicabilité? C'est ça, c'est ce qui pose problème. C'est au gouvernement, à travers la Banque centrale du Congo, de communiquer, de sensibiliser, de mettre fin à toutes les opérations en dollars américains. Le dollar peut rester une monnaie de banque. Rien que pour les transactions bancaires, peut-être. L'Angola l'a fait. Ah oui. L'Angola l'a fait. C'était difficile au début, mais avec le temps, ils se sont habitués. Quelqu'un qui vient pour acheter une chaise, on vous dit 50 $. Il entre la main dans sa poche, il achète avec 50 $. Mais or, la loi reconnaît que le franc congolais
comme monnaie ayant cours légal et cours forcé. Donc tout au gouvernement, parce que c'est lui qui a ces pouvoirs-là, de sensibiliser, de communiquer, de veiller sur ça, de mettre fin, voire même s'il faudra statuer à travers une loi interdisant, comment dirais-je, l'utilisation de dollars dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça sera vraiment une bonne chose. Voilà, je pense que nous avons largement pris du temps pour ce sujet. C'est vrai que ça fait mal. Certains disent que c'est la faiblesse de l'État. Certains pensent que c'est fait à dessein. Certains pensent qu'à la période d'élection, alors tout le monde a une idée à lui. C'est pourquoi nous avons voulu qu'un économiste vienne pour nous expliquer. Vous avez suivi, je pense que chacun de nous a su avoir des réponses par rapport à l'inflation que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Nous allons aborder le second sujet qui est le sujet des élections. C'est vrai que ces élections font couler encre et salive parce que nous nous posons des questions à chaque fois. Est-ce qu'au 20 décembre 2023, nous aurons des élections? C'est vrai que la CENI est en train de fournir beaucoup d'efforts parce que dans le passé, nous n'avons pas vu un président de la CENI chercher à rencontrer les opposants pour parler du processus électoral en aparté. Il l'a fait, bien que le FCC a refusé de parler avec la CENI, mais du moins, certains opposants, le bloc de 4 de Lubumbashi, il y a M. Vitou qui ont parlé avec le président de la CENI, ils ont donné des recommandations, bien que la CENI a estimé que la révision du fichier, l'audit du fichier électoral par une autre organisation, vu le temps, n'était pas opportun. Mais du moins, il avait quand même entendu les recommandations de ses opposants. Parce que nous sommes tous congolais. Personne n'est plus congolais que l'autre. Alors, monsieur Kabasele, le processus électoral est en train d'avancer. Il touche déjà pratiquement vers sa fin parce que nous sommes à 5 mois des élections. Mais à ce jour, le bureau de réception des traitements des candidatures pour la députation nationale sont ouverts. Mais il n'y a pas d'engouement jusqu'à l'heure. Le président de la CENI hier a fait un tour à Ndjili. Il se plaint pour le manque d'engouement. Vous pensez que c'est retard, parce que déjà nous avons prorogé d'une semaine. Hier il a dit qu'on ne prorogera plus, parce que le temps lui est imparti par rapport au calendrier. Est-ce que vous pensez que déjà le retard que nous avons pris d'une semaine, parce qu'on a rajouté, on devait faire autre chose à la CENI, n'impacterait pas au calendrier électoral? D'entrée de jeu, je peux dire que selon la Constitution, nous devons avoir les élections le 20 décembre 2023. En amont, il y a eu des discussions de part et d'autre. Il y aura élection, il n'y en aura pas. Il y aura élection, il n'y en aura pas. Il y a les uns qui voulaient de dialogue et les autres qui n'en voulaient pas. Ils en veulent jusqu'à ce jour parce que mais nous devons nous mettre autour du table. Pas parce que quand on parle de dialogue avec comme idée de se partager les postes, avoir les moyens pour aller aux élections, il faut avoir les moyens pour battre campagne, ainsi de suite. Mais le président de la CENI, hier quand il est allé visiter les BTRC de Massina et Njili, il a dit que au-delà du 23 juillet, il n'y aura pas une prorogation. Alors moi je pense que est-ce que les acteurs politiques ont besoin des élections? C'est la grande question. La CENI manifeste la volonté d'organiser les élections. Les acteurs politiques de part et d'autre. C'est ça, pouvoir et de l'opposition. La CENI manifeste en dépit de diverses contraintes qu'il approuve, mais il a la volonté d'organiser les élections. Mais vous sentez que par rapport en 2006, 2011, 2018, il n'y a pas vraiment l'engouement concernant le dépôt de candidature. Et je crois que, à la lueur où les choses s'en vont, je pense que nous tendons vers le dialogue. Nous tendons vers les dialogues. Peut-être vers un consensus. Peut-être dans les coulisses, il y a déjà des pourparlers
sous l'égide de la communauté internationale. Et je vous assure que jusqu'au mois de septembre, mois d'octobre, il y aura dialogue qui finira par, comment dirais-je, je ne sais pas, une transition ou un moratoire d'une année ou 2 ans, avec qui à la tête du pays, point d'interrogation. Moi, je l'avais dit le jour où je regardais la publication du calendrier de la CENI. Je l'ai dit dans une émission où j'étais invité à débattre. En 2023, il n'y aura pas d'élection. Oui. Parce que la CENI avait connu un retard de l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ce retard-là finira par peser. À ce jour, le retard sur le plan du temps, on ne constate pas encore. Mais il y a une autre contrainte. La CENI, à ce jour, a un impayement de 8 mois. Qu'on n'arrive pas à tout évoquer dans nos débats. Mais la CENI accuse un retard. Mais le ministre des Finances l'a démenti. Hein? Oui, le ministre des Finances l'a démenti. Parce qu'il est ministre des Finances, il ne voudra pas avoir cette lourde responsabilité. C'est lui l'argentier du Congo. Parce qu'il dit que d'après les prévisions, il devait atteindre 680 millions de dollars américains. Au moment où nous parlons, ils sont déjà à 300 millions, je crois, si je ne me trompe pas. Ils sont à 300 millions déjà. Et je ne sais pas qui dit vrai, c'est les ministres ou les présidents. On est tenté de réfléchir pour faire un débat. Oui. Il peut dire vrai. Mais mensuellement, c'est prévu, il donne combien à la CENI pour fonctionner? C'est ça. S'ils acquisent ce retard de paiement, c'est vrai que le coût global peut être de 600 millions, 600 ou 800 millions, répartis peut-être en 10 mois. Oui. Mais quand vous répartis en 10 mois, vous payez 300 millions, le reste, chaque mois, il y avait une quote-part qu'il fallait donner à la CENI. Mais quand la CENI ne perçoit pas, pour la CENI, c'est considéré un retard. Parce que dans chaque mois, il y a ce qu'il faudra faire. Alors, réfléchissons maintenant à ce jour. Il faudra former les gens qui vont travailler dans les centres. Il faudra commander les kits électoraux qui viendront et qui devront être déployés. Vous pensez qu'en 5 ans et en 5 mois, nous pouvons tout faire? En tout cas, ce qui est vrai, de part et d'autre, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, il n'y a personne qui veut des élections. Mais la question qu'il faut savoir maintenant, qui profite de ces glissements et qui va en profiter? Parce que du côté de l'opposition, ils disent que non, s'il faut faire la transition, il faudra faire la transition sans Tshisekedi. Donc, ils sont en train de se battre dans les pays... Avec la communauté internationale, oui, peut-être avoir une transition avec le docteur Mukwege, peut-être... Qui commence à devenir de plus en plus un adversaire de taille pour le régime. Tout à fait. Mais tout en oubliant que la Constitution dit que, dans son article 70, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation définitive du nouveau président élu. Et face à ces dilemmes, je me pose la question, où allons-nous avec les Congolais? Mais s'il faudrait faire un arrangement à l'africaine, vous ne pensez pas? L'arrangement à l'africain, on en a connu en 2016 avec Joseph Kabila. On devait avoir des élections en 2016. Oui. Il a organisé le dialogue. On a eu les élections en 2018. Nous sommes africains. Ils peuvent rester sur la table pour parler. On peut aller à la transition d'une année ou de 2 ans. Mais il y a des calculs qui se font. Peut-être passer par voie de chaos pour obtenir l'article 64. Et donc, ce sont des calculs qui se font sous la communauté internationale comme parrain. Ça, c'est un grand danger pour la République. Tout à fait. Tout à fait. Parce que s'il y a chaos aujourd'hui, ce n'est pas nous qui serons gagnants, ni la population. Nous serons perdants. Nous serons perdants. Parce que nous risquons de perdre tous les acquis qu'on a reçus depuis 2001 jusqu'à ce jour. Avec Joseph Kabila, avec Félix Tshisekedi, bien que tout n'est pas rose. Effectivement. Tout n'est pas rose. La situation économique reste très préoccupante. La situation sécuritaire à l'Est, ici, même ici, à Kinshasa, avec les enlèvements, les assassinats, ainsi de suite. Donc je pense que
Nous devons protéger ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà. S'ils doivent aller sur la table pour négocier la transition, comme ils veulent tous de la transition, le moment est encore là. Parce que je ne pense pas qu'avec 5 mois, avec tout ce que nous avons comme contrainte, oui. Nous avons évoqué que les contraintes, c'est de la contrainte. Si on pouvait voir les contraintes financières, du côté, mais il y a aussi la sécurité qui. Tout à fait. Il y a d'autres coins de la République où l'identification et l'enrôlement n'ont pas eu lieu. Ici à Kwamoutou, il n'y a pas eu Kinshasa. Oui. Alors, tout cela, nous, peuple congolais, c'est vrai que nous avons besoin des élections, mais je me suis toujours posé une seule question. Les élections nous rapportent quoi en République démocratique du Congo? Parce que c'est après chaque élection qu'il y a contestation. En 2006, il y a Bemba qui a contesté, finalité il s'est retrouvé à la CPI. 2011, c'est le feu Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui a contesté, jusqu'à preuve du contraire, il a prêté serment chez lui à Limité, c'était Kabila. 2018, c'est la vérité des urnes. Qu'est-ce que nous rapportent les élections? Est-ce que les élections en République démocratique du Congo nous ramènent l'unité ou nous ramènent la division? En République démocratique du Congo, les élections nous amènent les cycles de violence. Je l'ai toujours dit que les élections ne sont pas un miracle pour le changement. Non. C'est un système que la communauté internationale nous a imposé avec la démocratie à l'occidental et nous avons accepté, mais en soi, les élections nous apportent absolument rien. À l'issue des élections, il y a des morts. Oui. Il y a des cassures. Obligé. Donc, ce sont des familles de pauvres Congolais qui perdent les leurs. À l'issue des élections de 2006, je n'ai pas vu dans la famille de Joseph Kabila ou de Jean-Pierre Bemba un membre de famille qui a perdu la vie parce qu'il contestait ou il protégeait les élections. En 2011, pareillement, en 2018. Et je crois qu'en 2023, il faudra que tous ces acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, se mettent sur la table. Il est un grand temps. Les signaux démontrent que c'est difficile d'organiser les élections en 2023. Avec les 5 mois qui nous restent. Parce que si peut-être on pouvait voir du côté de la majorité, AFDC, UDPS, tous ces partis, INC, aller se précipiter pour déposer leur candidature, on pouvait se dire que non, voilà, du côté de la majorité, ils attendent des élections, ils veulent des élections. Apparemment, c'est le même scénario qu'en 2015. Hein? Absolument. C'est le même scénario qu'en 2015. Et comme l'opposition trouve que le président de la République n'est pas dans la logique de convoquer les dialogues, il faudra peut-être passer par les chaos pour obtenir l'article 64. Parce que pour appeler la population au soulèvement, il faudra qu'il y ait une raison valable. Une raison valable, effectivement. Il faudra qu'il y ait une raison valable. Et pour ne pas arriver à ce stade-là, il faudra peut-être que le président de la République puisse convoquer les dialogues, que tous les acteurs politiques se mettent sur la table par le Congo et ils vont trouver un consensus là-dessus. Nous arrivons pratiquement vers la fin de notre émission. C'est vrai que c'est une première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Je voulais en quelques minutes, 2-3 minutes, que vous puissiez vous adresser à ces Congolais qui vous suivent. Surtout que nous sommes jeunes. La jeunesse de la République démocratique du Congo est abandonnée à son tristesse. Les présidents des partis politiques se servent de nous s'il faudra revendiquer, se servent de nous s'il faut faire la rue. Mais quand c'est le partage de pouvoir, cette jeunesse est, je dis, délaissée à son triste sort. Regardez seulement la configuration du gouvernement. Vous comprendrez que la majeure partie de ceux qui gèrent, qui sont ministrables aujourd'hui, sont des présidents de partis politiques. Ou soit proches du président de parti. Et cette jeunesse qui vient militer, qui vient donner la main forte au regroupement politique ou aux partis politiques,
quelle est leur part dans la gestion de la République? Vous avez votre temps. En tout cas, ce que je peux dire quant à ça, que la population congolaise devienne mature. Nous avons connu beaucoup de marches dans ces pays. Nous avons connu beaucoup de soulèvements. Nous avons connu beaucoup des appels à la violence par des acteurs politiques. Mais quand il s'agit du partage de pouvoir, ceux qui se retrouvent, ce sont des membres des familles. Pour preuve, un député qui va postuler, son premier suppléant, c'est sa femme. Le second, c'est son fils. Ou sa fille. Ainsi de suite. D'ailleurs, quand on débattait la loi électorale à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a proposé qu'on puisse élaguer, comment dirais-je, cette disposition. C'est tout le monde qui était contre cela. Et à ce moment-là, il n'y avait plus la majorité, il n'y avait plus l'opposition. C'est-à-dire, l'intérêt primaire, c'est ma famille. Nous d'abord. Nous d'abord. Et quand il s'agit d'appeler à la violence, au soulèvement, c'est les pauvres familles de Makala, de Kimbantseke, de Kaluka, ainsi de suite. On nous utilise comme des marchepieds pour garantir leurs propres intérêts. Il est un grand temps qu'on puisse voir ce qu'on va léguer à nos enfants, à nos arrière-enfants. Nous sommes une génération sacrifiée. On a vécu dans ces pays avec des marches, des villes mortes. Ça nous a payé à rien. À rien. Il est un grand temps qu'on puisse voir dans le même sens pour vivre un jour le développement de ces pays. Et je crois que, en ce qui concerne les élections, que le président de la République prenne le courage de convoquer les dialogues. Parce que c'est prévisible. C'est prévisible qu'il convoque les dialogues, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition, qui se mettent sur la table et trouver un consensus de manière à ce que les Congo continuent à vivre dans la paix. Voilà, merci. C'est sur ce parole de notre invité que nous allons boucler cette émission. Je vous dis merci d'être passé. Comme je l'ai dit, c'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas une dernière. Nous n'hésiterons pas à venir à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Voilà, merci beaucoup. Je vais m'adresser aux Congolais en disant ceci. Cette nation nous appartient tous. Si vous avez une fonction aujourd'hui, c'est parce qu'on vous l'a attribuée. Vous allez finir par passer et demain d'autres personnes viendront gérer. Quand nous avons des décisions à prendre pour la République, pensons à mieux faire. Parce que le jour où nous ne serons plus là, qu'on parle en bien de nous. À la jeunesse congolaise de rester, comme le disent les Quinois, tous à veille. C'est-à-dire, nombreux parmi ces députés qui sont venus nous tromper avec des polos, bassins, que sais-je encore, savent que s'il y a élection en 2023, ça sera une élection plus que sanction que celle de 2018. Parce que sur le plan des sociétés, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, nous changeons les 10 $ américains à 25, 26, 24. Mais qui sait demain si on pourra les changer à 30 $. Et ils sont dans des salons IP. Nous continuons à marcher dans la crasse. Nous continuons à souffrir pour avoir les transports. Donc il est grand temps que le peuple congolais ouvre l'œil afin que si élection il y aura, bien que je suis de ces personnes qui pensent qu'en 2023 il n'y aura pas élection, vu toutes les difficultés que la CENI est en train de rencontrer, mais si élection il y aura, que l'élection soit une élection sanction. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je dis merci à Enoch qui était à la prise de vie et à Don Benj à la régie finale. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On prend rendez-vous pour un prochain numéro. Vous qui aimez nous suivre en ligne, nous sommes Fondation Malou à télévision sur YouTube. Allez cliquer, vous verrez nos émissions et tout ce que nous faisons sur FM Télévision. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro avec nouveaux